parole est à Madame Valérie Rabault, rapporteure générale de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des finances, Mesdames et Messieurs les rapporteurs spéciaux, mes chers collègues, nous voici arrivés au bout du marathon budgétaire. Et je crois qu'avec 248 heures en séance, si on combine le projet de loi de finances et le projet de loi de finances rectificatif, 3641 amendements examinés et 1005 amendements adoptés, on peut bien parler d'un marathon budgétaire. Alors, au bout du compte, que ressortir de ces deux textes budgétaires? Tout d'abord, et Monsieur le ministre l'a rappelé, la volonté réaffirmée par le fait de contenir la dépense publique et de réduire le déficit public. La dépense publique est en soi une bonne chose pour assurer la cohérence de notre société. Mais lorsqu'elle augmente plus vite que notre capacité à créer de la richesse supplémentaire, elle conduit à une situation qui malheureusement n'est pas tenable longtemps. Cette volonté se vérifie pour 2015, puisque les premiers éléments d'exécution dont nous disposons conduisent à montrer que les dépenses de l'État sont en ligne avec ce que nous avions voté l'an dernier. Ceci permet une nouvelle réduction du déficit à 3,8% du PIB contre les 4,1% que nous avions votés l'an dernier. Cette volonté est également traduite dans le projet du budget pour 2016, qui a été construit pour atteindre un déficit public de 3,3% du PIB. Alors, par rapport au projet de loi de finances initiale pour 2016, des dépenses nouvelles ont été ajoutées au cours de ces lectures pour un peu plus de 1,2 milliard d'euros. 800 millions d'euros pour le pacte de sécurité, 200 millions d'euros qui proviennent d'une baisse de 2 euros par heure travaillée pour les cotisations patronales payées par les particuliers employeurs. Ces dépenses nouvelles pourront être compensées par 1,3 milliard d'euros de contributions en moins au budget européen. À ces dépenses supplémentaires s'ajoutent des recettes diminuées, c'est un choix. Ainsi, nous avons voté plusieurs réductions de fiscalité, environ 50 millions d'euros qui résultent de l'application d'un taux réduit de TVA à 5,5 sur les protections hygiéniques féminines. C'est un amendement proposé par notre collègue Coutel. Pour 44 millions d'euros du fait de l'abaissement de la limite d'âge pour bénéficier de la demi-part du quotient familial accordé aux anciens combattants, permettant de faire passer l'âge de ce bénéfice de 75 à 74 ans à l'initiative de notre collègue Barth, et je pourrais en citer quelques autres. Deuxième volonté de ces deux textes, qui ont ce volet-là en commun, le pouvoir d'achat des Français. Il est réaffirmé comme une priorité. Ainsi, les foyers qui ont les revenus les moins élevés vont bénéficier de 2 milliards d'euros de pouvoir d'achat supplémentaire grâce à la nouvelle réduction d'impôt qui a été adoptée. 8 millions de foyers fiscaux sont ainsi concernés pour une réduction moyenne de 250 euros par foyer. Autre attention portée au pouvoir d'achat, celle qui concerne la taxe d'habitation, la taxe foncière et la redevance télévision. Dès les premières heures du débat budgétaire, notre collègue Christine Pires-Beaune a tiré la sonnette d'alarme pour s'inquiéter des entrées dans la taxe d'habitation, taxe foncière de nombreux retraités ayant des revenus peu élevés. Au final, grâce à la proposition du gouvernement et grâce à son amendement, 650 000 ménages resteront exonérés de taxes d'habitation, de taxes foncières, de redevances audiovisuelles, sachant qu'à partir de 2017 seront exonérés de ces différents impôts ceux qui étaient déjà exonérés en 2014 et dont le revenu fiscal de référence sera inférieur à 13 533 euros pour la première part de quotient familial. Troisième point commun à ces deux textes, en tout cas sur l'ensemble, ces textes ont voulu traduire dans notre droit fiscal les ambitions que nous avons portées en matière de transition énergétique, surtout après le succès unanimement salué de la COP21, qui, je crois, a marqué un tournant mondial dans notre gestion écologique collective. Alors concrètement, nous faisons 4 choses. Nous stoppons la hausse de la fiscalité sur l'électricité, qui augmentait chaque année automatiquement de 3 euros par mégawattheure. Deuxième chose,
nous poursuivons l'augmentation des taxes sur les énergies fossiles, le fioul, le gaz et les carburants, comme prévu dans le cadre de la contribution climat-énergie et la loi de transition énergétique que nous avons adoptée le 17 août dernier. Troisièmement, nous réduisons l'avantage fiscal accordé au gazole par rapport à l'essence. Ainsi, par rapport au droit existant, il y aura en 2016 plus 1 centime par litre sur le gazole, moins 2 centimes sur l'essence SP95 E10. En 2017, il y aura 1 centime de plus par litre de diesel et 1 centime de moins par litre sur toutes les essences. Quatrième volet de cette réforme, nous isolons dans le budget de l'État les ressources qui sont consacrées à la transition énergétique, et je crois que ce point-là est très important. Nous créons un compte d'affectation spéciale, ce qui permet de sécuriser l'utilisation de ces taxes énergétiques. Ainsi, les 5,5 milliards d'euros de ce CAS serviront à financer la transition énergétique, c'est-à-dire le passage à des modes de production d'énergie non polluants, et cet argent ne servira pas à autre chose. À une petite exception près, puisque lors de la dernière lecture de mardi soir, le gouvernement a fait adopter un amendement qui vise à donner 211 millions d'euros de plus aux entreprises électro-intensives, ce qui signifie 211 millions d'euros de moins pour les énergies non polluantes. Quatrième volet de ces textes budgétaires, il renforce, je crois aussi, le soutien à l'investissement. Ainsi, nous avons, au cours des lectures, accordé le bénéfice du suramortissement de 40% aux CUMA et aux coopératives. Nous avons, pour 2015 et 2016, inclus dans le FCTVA les dépenses de travaux pour les bâtiments publics et pour la voirie, ce qui représente l'équivalent de 70 millions d'euros en 2016 d'aide pour l'investissement. Pour 2016, nous avons également inclus dans le FCTVA les dépenses pour les travaux liés au plan très haut débit. Cinquième volet de ces deux textes, une réforme ambitieuse de la fiscalité agricole a été adoptée, avec 2 points extrêmement importants. La suppression du régime au forfait, c'est-à-dire l'instauration d'un régime micro qui est semblable à celui des petites entreprises et qui représente une indéniable simplification pour les exploitants agricoles. Et je voudrais ici remercier notre collègue François André et l'ensemble de nos collègues qui ont participé à la mission sur la fiscalité agricole. Comme je l'ai indiqué mardi soir, Monsieur le ministre, je resterai très vigilante à la situation des quelques 35 000 agriculteurs, ce chiffre nous a été transmis par vos services, qui pourraient y perdre un peu. Deuxième volet de cette réforme sur la fiscalité agricole, une meilleure prise en compte des spécificités de l'agriculture, c'est-à-dire le fait que le cycle d'une exploitation ne peut pas s'apprécier sur une seule année, mais sur plusieurs, tout simplement parce qu'il y a des aléas climatiques et qu'effectivement, il faut les prendre en compte. Ainsi, la DPA est réformée et est pris en compte l'aléa économique de manière beaucoup plus significative. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à le dire, c'est une grande avancée qui est ainsi réalisée, et je voudrais bien entendu en remercier leurs auteurs qui sont sur ces bancs. Cinquième volet de ces deux textes de loi, projet de loi de finances, sur les entreprises. Plusieurs dispositions ont été adoptées, soit pour mettre en conformité avec le droit européen, soit pour mettre en œuvre des dispositions portées par la mission Carré-Carèche. Concrètement, tous les avantages fiscaux accordés à un investisseur, ISF-PME, ne sont maintenus que si l'entreprise dans laquelle il investit a moins de 7 ans. Ceci est une demande que nous fait la Commission européenne, mais ceci va changer la physionomie du soutien à l'investissement dans les PME. Sixième volet, ce sera l'avant-dernier, sur les collectivités locales. Alors, je le regrette, et nous sommes nombreux à le regretter, nos travaux n'ont pu aboutir sur la réforme de la DGF, mais je voudrais ici, à cette tribune, remercier Christine Pires-Beaune pour la clarté et la pertinence de son travail qui nous a tous alertés sur la nécessité de réformer cette DGF. Au cours des premiers mois de l'année 2016, il nous faudra mettre la touche finale à cette réforme de la DGF qui est très attendue par l'ensemble des élus locaux. L'engagement de notre collègue François Pupponi a permis d'aboutir à plusieurs avancées pour les communes des SU cibles ou comptant des quartiers prioritaires de la ville ou encore un nombre élevé de logements sociaux. Enfin, nous avons pu aboutir en nouvelle lecture du PLFR sur la question du FPIC et de sa répartition en Île-de-France.
Dernier point, et c'est toujours l'occasion qui nous est proposée lors de ces textes budgétaires, c'est de corriger des aberrations qui peuvent exister et qui, je crois, fragilisent le consentement à l'impôt. Alors, je vais revenir sur deux d'entre elles. La première porte sur les quartiers prioritaires de la ville et les conséquences d'une délimitation curieuse qui a conduit à couper des rues commerçantes en deux, ce qui fait qu'un côté de la rue bénéficiait des exonérations que nous avions votées dans le projet de loi de finances rectificatif pour 2014 et pas l'autre. Je vous laisse imaginer les désordres que cela peut créer et qui sont corrigés dès l'année 2015 avec une application dès 2015 par ces textes de loi. L'autre, et je l'ai déjà dit, mais elle est extrêmement importante, porte sur les effets sur les impôts locaux, de l'entrée des ménages dans les impôts locaux. Et Monsieur le Ministre, je vous remercie une nouvelle fois pour avoir permis que cette correction puisse être portée dans ces deux textes de loi. Mes chers collègues, le marathon budgétaire touche à sa fin. Aussi, afin d'en franchir la dernière étape, je vous invite à adopter le PLF pour 2016 et le PLFR pour 2015. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure générale. La parole est à Monsieur le Président de la Commission.